Les débats avec vous aujourd'hui, avec Arnaud Benedetti. Bonjour, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Vous avez publié « Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir ». Toujours très prémonitoire, vos titres, paru aux éditions du CERF. Michael Darmon, journaliste politique, vous avez publié « Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise » aux éditions de l'Archipel. Bonjour. Pascal Jalabert, journaliste politique et éditorialiste. Bonjour, ravi de vous accueillir. Et Yves Damécourt, porte-parole du mouvement de la ruralité. Et comme tous les jours, le zapping de la présidentielle. Sud Radio, le zapping de la présidentielle. Alors, c'est notre ami Joseph qui aujourd'hui fait le zapping pendant toute cette semaine. Et oui, et l'élection présidentielle, c'est dans moins de 3 semaines, Valérie. Emmanuel Macron a reculé au maximum son entrée en campagne. Son entourage politique très proche se met enfin en ordre de bataille. Hier soir, Jean Castex ne s'est pas présenté donc comme Premier ministre du pays sur le JT de TF1. Je viens ce soir avec une casquette particulière qui est celle du soutien au candidat Emmanuel Macron. C'est la première fois, on va dire, que je m'exprime à ce titre. Et je voulais simplement vous dire qu'il n'était pas imaginable, évidemment, que je ne donne pas mon sentiment à mes concitoyennes, à mes concitoyens, pour cette échéance extrêmement importante pour le pays. Vous en pensez quoi? Ça vous fait sourire, Arnaud Benedetti? C'est le Premier ministre, c'est le chef de la majorité, donc il fait le job de Premier ministre, voilà. Ouais, mais là il vient pour le candidat, c'est... Ah bah oui, mais... Ouais. Oui, chef de la majorité, donc on peut estimer ça légitime. Après, c'est sur le contenu où il n'a quand même pas... il n'a pas dit grand-chose. Il n'a pas dit grand-chose, voilà. Non, il a juste déroulé le programme, en fait. Ouais. Oui, en fait, c'est effectivement une entrée de Jean Castex en politique. Parce qu'en fait, il a toujours dit qu'il était Premier ministre pour diriger la France, il ne veut pas s'occuper de politique. Donc là, maintenant, il rentre en politique, ce qui laisse peut-être augurer d'une suite. Alors que lorsqu'il est arrivé à Matignon, tout le monde avait dit, dans les portraits, lui-même avait laissé entendre, je n'ai pas d'agenda politique. Or, là, peut-être, au fond, va-t-il continuer au-delà de 2022 dans une vie politique qu'on n'imaginait pas à l'époque. Ce que nous dit un auditeur, Stéphane, il nous dit il fait le job de garder le sien. C'est bien vu. On est donc dans la dernière ligne droite pour le premier tour. C'est maintenant ou jamais pour ajouter des nouvelles lignes à son programme. Éric Zemmour était dans le 1945 de M6 hier. Il veut une immigration illégale réduite à néant, une immigration légale quasiment réduite à néant, quasiment. Mais il veut encore plus. Il veut créer un ministère de la remigration. On l'écoute. Alors je veux effectivement arrêter l'immigration illégale, ça tout le monde le dit, mais personne ne le fait, puisqu'on renvoie personne, vous le savez bien, ou presque personne, et l'immigration légale. C'est-à-dire interdire le regroupement familial, c'est-à-dire limiter à presque rien le droit d'asile, à presque rien les étudiants, sauf les post-doctorants et vraiment les meilleurs. Et ce que je veux, si vous voulez, c'est renvoyer tous les gens dont on ne veut plus. Je veux un ministère de la remigration et de l'expulsion des étrangers dont on ne veut plus. Bon, là aussi, sourire autour de la table, c'est Michael. On peut peut-être dire ça comme une sorte d'autoportrait prémonitoire, c'est-à-dire que ses envies de diriger le pays vont être réduites à néant, ses espoirs vont être réduits à zéro, et peut-être va-t-il devoir faire une remigration vers le journalisme. Vers le journalisme, vous pensez? Oui. On en parlera tout à l'heure, parce qu'effectivement, il est sur une pente plutôt descendante, il perd des points pratiquement tous les jours dans les sondages, donc on sent qu'il a besoin de se remobiliser autour de ça. Il reste enfermé sur sa thématique. Tout ça, on le sait depuis le mois de septembre. Il est enfermé sur sa thématique et il décroche parce que, alors, d'une part à cause évidemment du conflit en Ukraine, mais il décroche aussi parce qu'enfermé sur la thématique, il ne parle plus des sujets qui, aujourd'hui, à l'instant T, préoccupent les Français pour les 5 ans à venir. Il n'en a pas vraiment jamais parlé. Non, il n'en a jamais parlé, mais du coup, il est enfermé et il n'en sort plus. Et en effet, je suis d'accord avec Michael, pour lui, il va falloir qu'il trouve une remigration, soit vers le journalisme, soit vers autre chose. Oui, alors ça va dépendre quand même du score qui est le sien, parce qu'un Éric Zemmour à 10-11%, et si Marine Le Pen est qualifiée, de toute façon, il y aura à un moment donné quelque chose à échanger dans le cadre d'un second tour. Donc moi je pense qu'il va s'installer quand même dans la vie politique française. Alors encore une fois, ça dépendra du résultat qu'il fait. S'il est à 5 ou 6, clairement, ça sera un peu difficile. Mais s'il est au-delà de 10, il représentera un courant
en politique. Et ensuite, bon, il y a des élections législatives. Il y a quand même, malgré tout, un parti qui s'est mis en place. Donc, ça dépendra beaucoup de sa relation d'ailleurs avec Marine Le Pen. Le problème, c'est que si vous voulez, en fin de compte, le vrai problème auquel a été confronté Zemmour, c'est qu'il n'a pas réussi à faire véritablement dévisser Marine Le Pen. Si ce n'est dans la première partie, souvenons-nous, en novembre-décembre, où là, il lui a pris 7 ou 8 points d'un coup. Mais après, elle a plutôt assez bien résisté. Et manifestement, elle semble encore assez bien résister. On va en reparler tout à l'heure. Joseph, dernier son. Et donc, du coup, demain, Volodymyr Zelensky va s'exprimer devant l'Assemblée nationale. Marine Le Pen a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne serait pas présente, expliquant avoir des obligations. Sur le plateau de France Info, la candidate du Rassemblement national a été très claire au sujet du président ukrainien. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, va s'exprimer en visioconférence devant l'Assemblée nationale après-demain. Est-ce que vous y serez? Non, je ne serai pas présente. J'ai des obligations prises depuis bien longtemps. C'est pas important d'afficher sa solidarité avec le président ukrainien? Non, j'ai affiché ma solidarité avec le peuple ukrainien d'abord, à plusieurs reprises, et y compris avec les réfugiés, dont j'ai dit qu'il fallait les accueillir dans de bonnes conditions. Mais est-ce qu'il y a de l'admiration pour vous, chez Volodymyr Zelensky? Non, je n'ai pas d'admiration particulière pour Monsieur Zelensky. Je crois juste qu'il se comporte comme un chef d'État. Voilà, on va en reparler avec vous dans un instant, mais je crois qu'elle a annulé son rendez-vous. C'est ce que Quotidien racontait hier. En fait, ils ont regardé rendez-vous à 16h avec le JDD. Avec le JDD, voilà, et elle l'a annulé. Donc je pense qu'elle sera à l'Assemblée. On va reparler évidemment de Zelensky avec vous, Mickaël Darmon, dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio. Les débats avec vous, avec Yves Damécourt, porte-parole du mouvement de la ruralité, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et auteur de Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir aux éditions du CERF. Mickaël Darmon, journaliste politique. Vous avez publié Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise aux éditions de l'Archipel. Et Pascal Jalabert, journaliste politique et éditorialiste. On va évidemment revenir sur la mort d'Ivan Colonna. Quelles seront les conséquences en Corse, pour la Corse? On va parler de sondage de notre baromètre IFOP fiducial, de notre rolling, dans lequel Éric Zemmour chute assez sérieusement. Et puis les chasseurs au cœur de la campagne. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Bon, Pascal, on commence avec vous, avec votre accent du sud-ouest. Oui, un coup de cœur, et je vais vous amener à Castelnau-Magnoac, 781 habitants. Alors c'est tout au nord des Hautes-Pyrénées, en lisière du Gers et de Lot-Garonne. C'est le village d'un certain Antoine Dupont, capitaine de l'équipe de France de rugby. C'est aussi un village qui va accueillir le Tour de France cet été. Ça va être le plus petit village d'étape du Tour de France. Et donc, Castelnau-Magnoac et tout le secteur autour, là, de Mezan, tous ces petits bourgs du Piémont pyrénéen constituent l'ossature du 15 de France, puisqu'il y a Dupont, mais il y a aussi Cyril Baille, le talonneur Marchand, Anthony Gelon, François Cros. Ils sont tous... Ça veut dire que le rugby des villages, ça continue. Voilà, le rugby des villages, ça continue. Et puis, ça ne se limite pas au rugby. Malgré la professionnalisation. Voilà, c'est une ruralité qui se bouge. Castelnau-Magnoac, c'est aussi un endroit où on élève les fameux porcs noirs de Bigorre, qui est aujourd'hui le meilleur, un des meilleurs jambons de France. Voilà. Il y a des poulets de grain, il y a du canard avec du foie gras, bref. Voilà, un petit coup de cœur pour cette région, le Comminges, la Gascogne, voilà, Castelnau-Magnoac, donc il le méritait. Eh ben, vous nous donnez envie, hein. On va aller s'installer là-bas. Yves, j'imagine que ça vous parle. Yves Damécourt. Ah oui, ça me parle, oui. C'est un peu mon pays. Aussi. Vous avez un coup de gueule, on va enchaîner avec vous. Ça concerne aussi nos agriculteurs, la ruralité. Oui, moi, mon coup de gueule, je vous emmène en Bretagne, à Noyal-Pontivy, où samedi, un collectif emmené par Extinction Rébellion, qui s'appelle Bretagne contre les fermes-usines, a vidé un train de blé, pensant vider un train de soja. Mais enfin, si ça avait été du soja, ça aurait été le même scandale. 1500 tonnes de blé, c'est l'équivalent de la production de 215 hectares de blé. C'est un préjudice de 567 000 euros, puisque le blé est au plus haut en ce moment à 378 euros la tonne. Et on fait ça à un moment où les Nations Unies nous parlent d'un ouragan de famine qui va envahir le monde suite à la guerre en Ukraine et aux sanctions prises contre la Russie. 1500 tonnes de blé, c'est 6 millions de baguettes. Ouais. C'est un acte terroriste. Ce blé, il arrive du centre de la France. Il a été produit par des agriculteurs. Et
Et donc voilà, c'est en fait on a une espèce de terrorisme vert en France avec des zozos là qui se prennent pour les justiciers du monde, des abrutis. Voilà. Enfin, qui connaissent pas la différence effectivement entre le soja, le blé. Mais vous avez raison de dire que ça aurait été le même scandale. Écoutez Sandrine Rousseau, elle était ce matin l'invitée du Grand Matin Sud Radio. Non, je ne la condamne pas. Je pense que c'est des actions coup de poing qui permettent d'éveiller les consciences sur le fait qu'aujourd'hui, une partie conséquente de nos céréales vont à de l'élevage intensif d'animaux et que là, on a besoin vraiment de personnes. Enfin, on a besoin de redistribuer ces céréales aux personnes. Oui, mais on a besoin de produire aussi. Oui, mais aujourd'hui, les prix de l'alimentation s'envolent et donc la priorité n'est pas d'aller nourrir de manière intensive, enfin des élevages intensifs. C'est nourrir pour nourrir entre guillemets aussi. Oui, mais vous savez, c'est la chaîne quand même. Oui, mais on sait aussi que c'est ça qui crée les émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'il nous faut diminuer la part de viande dans notre alimentation. Et Extinction Rébellion, comme toute l'histoire de l'écologie, est marquée par des actions de désobéissance civile. Voilà, là ils ont fait ça. Je pense qu'ils alertent à dessein sur où vont les céréales aujourd'hui. Vous ne condamnez pas alors, parce que beaucoup disent c'est scandaleux quand même de faire ça. Mais aujourd'hui, il y a quand même des pays qui sont à deux doigts de la famine parce qu'ils n'ont pas accès aux céréales en raison de cette crise ukrainienne. Prioriser ces céréales vers de l'élevage, c'est pas responsable aujourd'hui. C'est ahurissant. Hein. Une réaction, Yves Damécourt? Oui. En fait, il n'y a pas de ferme-usine en France. L'agriculture française, c'est une agriculture familiale. Que Sandrine Rousseau aille se balader en Allemagne, en Argentine, aux États-Unis, elle va voir ce que c'est que des ferme-usines. En fait, notre agriculture, c'est le troupeau moyen en France, c'est 65 vaches. Donc voilà, il n'y a pas de ferme-usine, il n'y a pas d'agriculture industrielle. Enfin, l'agriculture française, c'est une des plus performantes du monde, à la fois en termes de qualité et en termes de préservation de l'environnement. Et donc, il faut que ces gens-là arrêtent parce qu'ils sont en train de tuer, en fait, un modèle agricole qui est un des modèles internationaux. Les progrès qui ont été faits par l'agriculture sont énormes depuis 20 ans. Les agriculteurs sont mobilisés pour utiliser de moins en moins d'intrants, pour avoir une agriculture de plus en plus respectueuse, qui fait de moins en moins appel à la chimie et de plus en plus à la biologie. Et donc, tout ça n'a aucun sens. On ferait mieux de promouvoir notre modèle, de promouvoir les progrès que font les agriculteurs plutôt que des actions coup de poing comme ça qui sont indignes. J'espère que la justice passera et que ces 40 activistes seront condamnés à payer au moins 50 000 euros chacun, puisque le préjudice global avec l'arrêt du fret, le déblaiement des voies, etc., est évalué à 2 millions d'euros. C'est une réaction, Pascal Jalabert, sur ce qu'a dit Sandrine Rousseau, qui est dans sa logique à elle. Hein. Oui, elle est dans sa logique à elle, mais bon, l'agriculture française, comme il a été rappelé, il y a de gros progrès. On va vers le bio, on a gardé des élevages à taille raisonnable, globalement, et puis on a quand même une responsabilité. Alors, c'est la FAO. La FAO, c'est l'ONU de l'alimentation qui pointait ça en 2020, c'est-à-dire que la France, l'Ukraine, la Roumanie, la Pologne, entre autres, ont aujourd'hui la responsabilité de nourrir des régions du monde qui n'ont pas les capacités de produire les ressources pour leur population. Et là, ça commence au Soudan, l'Égypte va bientôt être en grand danger, le Niger, n'en parlons pas, ce sont des pays où la démographie a explosé. Donc, on est obligé de maintenir une agriculture pour nourrir les Français, pour la souveraineté alimentaire, parce que c'est important, la souveraineté alimentaire, et en responsabilité de solidarité avec ces pays qui ont besoin de nourrir leur population et qui n'ont pas les capacités. Oui, Michael Darmon. Il faut rappeler quand même que Sandrine Rousseau a donc quitté, a claqué la porte de la campagne de Yannick Jadot et qu'elle fait aussi, certes, éjectée, partie, claquer la porte. Tout ça a été un peu déjà écrit d'avance et donc du coup on voit bien et elle se saisit aussi de cet événement-là pour envoyer aussi un signal à une frange donc des écologistes parce que elle prétend aussi, en tout cas c'est l'intention qu'on lui prête, pas officiellement, de vouloir conquérir le parti. Donc elle envoie aussi par cette déclaration ce signal à la frange la plus idéologisée
Et donc ça laisse aussi entrevoir aussi une recomposition chez les Verts après la campagne présidentielle, comme on le verra dans plusieurs familles politiques. Oui, il y a à signaler donc Emmanuel Ducrot, qui est assez spécialiste de ces questions, qui dit non seulement les auteurs se sont trompés en croyant à s'attaquer à du soja, mais en plus ils se sont trompés sur le destinateur qui n'était pas le groupe Sanders, mais une coopérative agricole. Et qu'en plus, le soja, dit-elle, n'est pas transporté en train, mais en camion. Et eux, ils ne le savent pas. Donc voilà. Et Arnaud, un dernier mot. Si vous voulez, moi je partage ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on voit bien que Madame Rousseau, elle est dans un combat qui est un combat politique de positionnement par rapport à Yannick Jadot. Elle attend l'échec tranquillement de Yannick Jadot pour essayer de rabasser la mise et finalement de défendre une écologie qui est une écologie radicale et qui, même sur un certain nombre de sujets, comme par exemple la question de la laïcité, est loin d'avoir clarifié ses positions. C'est une écologie d'extrême gauche. Ensuite, sur ce qui a été dit sur l'agriculture, je le partage totalement. On a un modèle familial quand même en France qui n'a strictement rien à voir avec les fermes-usines que l'on peut trouver au Brésil ou en Argentine. En effet, il serait pas mal que Madame Rousseau aille faire un tour là-bas pour voir ce que c'est qu'une ferme-usine. Et ensuite, c'est vrai quand même, c'est que elle tire à vue sur un secteur qui, qu'on le veuille ou non, permet à la France, notamment de conquérir un certain nombre de parts de marché pour son commerce extérieur, qui est quand même plutôt déficitaire, et surtout qui permet d'assurer l'indépendance alimentaire. Et on a vu quand même que pendant la crise sanitaire, la souveraineté alimentaire, c'était pas un sujet qui était un petit sujet, donc il faut seulement lui rappeler. Ouais. Mais j'allais dire, son poids politique est quasiment inversement proportionnel à son poids médiatique, hein, quand même. Hein. Oui, et puis elle ne rend pas service à Yannick. Elle ne rend pas service à Yannick Jadot. Bah non. Pour le moment. Oui, elle ne rend pas service à Yannick Jadot. C'est vraiment son objectif. Qui lui, au Parlement européen, avec d'ailleurs, pour ça on peut le féliciter, avec José Bové, ont voté des textes pour renforcer la coopération agricole internationale, pour aider les pays du tiers-monde, pour les alimenter et pour les aider à créer une agriculture autosuffisante. Donc franchement, elle ne lui rend pas service. Arnaud, un coup de gueule? Oui, alors c'est un coup de gueule, c'est un élément qui est passé un peu sous les radars, mais qui est important et qui est une des conséquences de la crise et de la guerre en Ukraine. Vous savez que l'Europe avait des accords en matière spatiale avec les Russes, et notamment l'agence russe Rosavia Cosmos, et que l'Europe, depuis la Guyane, est lancé, au-delà d'Ariane, lancé aussi le lanceur Soyouz, hein, en tout cas dans sa partie commerciale. Suite aux sanctions, les Russes ont retiré Soyouz de Guyane, ont rapatrié leurs équipes d'ingénieurs en Russie, et se pose un problème pour l'Europe de lancement d'un certain nombre de satellites, les fameux satellites Galileo, qui sont en fait l'équivalent du GPS américain, un programme spatial qui a été lancé maintenant il y a une vingtaine d'années pour justement doter l'Europe d'une capacité d'autonomie dans le domaine de la navigation. Or, ce qui est en train de se passer, c'est que, in fine, ces satellites qui devaient être lancés, enfin une partie de ces satellites qui devaient être lancés par le lanceur Soyouz, devraient mécaniquement être lancés par le lanceur européen, qui est le lanceur Ariane. Sauf que ce qu'on vient d'apprendre, c'est que l'un des constructeurs de satellites allemands, OHB, qui participe au développement de Galileo, semble faire un lobbying qui est un lobbying intense auprès de la Commission européenne, notamment pour que finalement ces satellites soient lancés par un lanceur américain. Le fameux SpaceX, qui est le concurrent direct aujourd'hui d'Ariane. Tout ça pour dire que finalement, quand même, quand on voit sur un sujet qui est aussi essentiel que l'autonomie de l'espace pour l'Europe, c'est que tout le discours qui consiste à dire oui, c'est formidable, on a fait des pas en avant en matière de souveraineté européenne depuis le lancement malheureux de l'agression russe en Ukraine, finalement, et quand même relève d'une certaine manière d'une forme de fiction, parce que quand on rentre dans le dur des sujets, et encore une fois, c'est un sujet qui est absolument stratégique. On sait très bien que les Américains ont développé des capacités stratégiques dans le domaine spatial qui sont considérables, que les Russes ont des capacités stratégiques dans le domaine spatial qui sont considérables, que l'Europe n'ait pas fait le choix d'une préférence européenne en matière de lanceurs, en dit long sur le chemin qui reste à parcourir en matière de souveraineté européenne. Et donc, je crois que c'est quand même quelque chose qu'il faut signaler, dont on ne parle pas suffisamment, à mon sens, mais qui relève quand même, qui montre en tout cas, qui démontre les grandes fragilités quand même de la capacité européenne à avoir une politique qui soit une politique commune dans ce domaine-là. Ouais. Michael ? Oui, d'ailleurs, c'est intéressant de voir au fond, et la crise très grave que l'on vit en ce moment sur le sol européen le montre bien. Et une fois de plus, les institutions et les structures et les gouvernements n'agissent que sous la pression.
C'est-à-dire que il y a eu des années et des années de discussions sur la construction justement de l'Union européenne. Là, une nouvelle commission s'est installée avec cette volonté d'être une commission beaucoup plus géopolitique, sortant de la naïveté, avec cette fois-ci une souveraineté qui sera affirmée. Bon, on n'a pas vu grand-chose puisque toute la période du Covid a plutôt montré la prépondérance quand même de l'Asie et la puissance des deux blocs Asie-États-Unis. Et puis est arrivée la crise ukrainienne, l'agression russe, et là tout d'un coup on a découvert comment en quelques jours il pouvait y avoir une réaction, je dirais cette fois-ci inattendue de la part de l'Union européenne, qui peut-être va mettre sur pied au fond cette fameuse arlésienne depuis des années, c'est-à-dire une forme d'armée, une force armée, peut-être va effectivement montrer qu'elle existe et qu'elle assume sa puissance. Elle l'a fait à travers les sanctions économiques. Peut-être le fera-t-elle sur le plan maintenant plus diplomatique et militaire. Donc une fois de plus, eh bien, et malheureusement, Lénine le disait, hein, l'accélérateur de l'histoire, c'est la guerre. On voit bien qu'une fois de plus, cet adage est malheureusement respecté. Allez, on va marquer une pause. Ce sera votre coup de cœur qui nous fera parler de l'Ukraine, Michael Darmon. Et puis on parlera évidemment de la mort d'Ivan Colonna. Quelle responsabilité de l'État, quelles conséquences pour la Corse? À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous commentons l'actualité. Avec vous, Michael, on n'a pas entendu votre coup de cœur. Ben écoutez, on arrive maintenant à pratiquement un mois du début de cette guerre en Ukraine et à la veille justement de l'adresse du président ukrainien devant les parlementaires français. Moi j'ai envie à travers lui, à travers le président Zelensky, de faire un coup de cœur et un hommage à ce peuple ukrainien qu'au fond on n'avait pas l'habitude de voir, qui était un peu une sorte de peuple parmi une société un peu invisible au sein de l'Europe. Et qui tout d'un coup nous apparaît et nous interpelle avec sa capacité de résistance, avec sa dignité, avec son courage, mais surtout parce qu'aussi ils remettent un peu les mots à leur place. On a beaucoup galvaudé parce qu'on est une société en paix depuis des années. Les mots de dictature, les mots de résistance, les mots de guerre. Et là, il nous montre ce que c'est vraiment la guerre, ce que c'est vraiment résister à une dictature et vraiment ce que c'est de résister. Vous avez vu ces images terribles hier de manifestants, mais qui s'avancent sur une place et qui se font mitrailler. Mais chaque jour, vous avez on peut faire des émissions entières de sans commentaires, d'images de courage, d'horreur, et c'est effectivement à quelques heures de Paris, et quelque part, il nous donne une leçon d'humilité, voilà, et qu'on ait un peu aussi la chance parce qu'on n'est pas en guerre en France, quand même, ni en dictature, ni en dictature, et ni vraiment en résistance. Donc en fait, je pense qu'il nous donne un peu une leçon d'humilité. Voilà. Et demain, donc, il sera devant les parlementaires français en visioconférence. Alors avec ses techniques habituelles, vous savez qu'il a invoqué Churchill lorsqu'il était devant la Chambre des communes, il a invoqué la solution finale à la Knesset. Il a commencé comme comédien aussi. Voilà, et donc on verra demain qu'est-ce qu'il va utiliser comme levier sensible pour les Français, peut-être justement cet esprit de résistance, on verra. Ou peut-être en rappelant que certains ont collaboré. Mais vous avez vu que Marine Le Pen faisait la différence entre Zelensky et le peuple ukrainien. Oui, bien sûr, mais ça, elle est cohérente. Ivan Colonna donc est décédé hier soir. Il avait été condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac. 3 semaines de coma après une violente agression à la maison centrale d'Arles. Quelles conséquences? Alors Arnaud Benedetti, vous avez un nom à consonance corse, je crois que vous connaissez assez bien. Au-delà de ça, la Corse, une agression qui risque de provoquer des violences. Ça a déjà provoqué, si vous voulez. Oui, mais là ça a provoqué un changement de politique gouvernementale déjà. Absolument. Puisqu'il faut se souvenir que jusqu'à il y a 3 semaines, il était hors de question pour le pouvoir à Paris de négocier quoi que ce soit avec les nationalistes et les autonomistes qui sont majoritaires. Donc déjà, ça c'est un premier point. Il y a véritablement un changement d'orientation à 180 degrés qui s'est produit. Ensuite, moi je pense qu'en effet, ça peut créer des tensions supplémentaires. Bon, alors dans la société corse, la période du deuil est quand même un point important où on peut considérer que globalement, chacun va respecter ce moment.
Il y a un défi à la fois pour l'État et il y a un défi pour le président de l'exécutif en Corse, Gilles Simeone, qui est quelqu'un plutôt de dialogue et qui quand même est modéré. Qui doit aujourd'hui compter avec une base, notamment parmi les jeunes, qui est une base qui est sur des mots d'ordre qui sont certainement plus radicaux que le logiciel politique que lui porte. Donc ça, c'est un point important pour lui. Quant à l'État, il a une responsabilité, clairement, parce que de toute façon, le rapatriement de droit des prisonniers de ce qu'on a appelé le commando Irignac, il était de droit en France et de droit européen, que l'État s'y est toujours opposé et que c'était une demande, il faut le rappeler, qui était une demande qui émanait de toutes les forces politiques corses, nationalistes ou non nationalistes. Et au mois de novembre, au mois de décembre, l'Assemblée territoriale de Corse a voté un vœu à l'unanimité de tous ces groupes en faveur du rapprochement des 3 prisonniers. Et il y avait un consensus dans la société corse. Donc là, il y a en effet, j'allais dire, une espèce d'incompréhension qui s'est, à mon avis, renforcée entre la Corse et le continent. Il y a plusieurs choses dans cette affaire. Il y a un échec quand même du dysfonctionnement du système carcéral, pour lequel il n'y a pas de responsabilité pour l'instant. Oui, alors il y a juste un dernier point important, parce que ça n'a pas été souligné, mais l'exécutif en Corse l'a dit à plusieurs reprises, Gilles Simeoni l'a dit à plusieurs reprises, c'est que depuis 2016, la région Corse était parfaitement au courant, savait que les détenus corses étaient particulièrement visés. Par des islamistes, en raison d'événements multiples et variés qui se sont déroulés en Corse, d'affrontements communautaires, les fameux jardins, les incidents qui se sont déroulés au fameux jardin. Parlez bien dans le micro. Ou notamment l'épisode du Burkini sur une plage sur le Cap Corse. Donc il y avait des sites islamistes radicalisés qui avaient visé plus particulièrement les détenus politiques corses, enfin les détenus politiques et les détenus corses en l'occurrence, et que en la matière, l'État était au courant, les autorités publiques étaient au courant. On voit bien ce qu'il en a été. Pascal, oui, alors sur le côté carcéral, en effet, il y a un devoir de transparence de l'État, une obligation de transparence vis-à-vis de la famille, malgré tout, et vis-à-vis des Français. Il faut établir des responsabilités, très clairement, puisqu'il y a quand même eu des défaillances et des dysfonctionnements très grave. Voilà. Je pense aussi que le temps du deuil, c'est important quand même en Corse. Enfin, tous ceux qui connaissent la Corse beaucoup mieux que moi disent attention, le deuil, c'est quand même quelque chose en Corse qui est important. Et la grande question, c'est en effet de voir comment cet exécutif corse, qui est nationaliste mais modéré, rappelons-le, il a quand même gagné 2 élections régionales, plus les législatives. 3 élections. Oui, 3, puisqu'il y avait eu aussi... voilà, il a gagné 3 élections, plus les législatives, puisque je crois que les 3 députés corses... 3 sur 4. 3 sur 4, voilà, 3 députés corses sur 4 sont l'émanation de ce parti. Donc c'est un peu tard quand même pour commencer les discussions. On aurait très bien pu les commencer il y a 3, 4, 5 ans. Voilà. Et ensuite, il faudra dire l'autonomie, c'est un mot bagage, un mot valise. Il faudra voir ce qu'on va mettre dedans. Et mais c'est le risque aussi que l'État va devoir négocier sous une pression assez terrible. L'État a négocié tout de suite. On a bien vu que d'ailleurs c'est en ça où a annoncé avant même le paradoxe d'Ivan Colonna, c'est qu'il est dans l'histoire comme celui qui effectivement a assassiné un préfet, et il va rentrer aussi dans l'histoire comme celui qui peut-être aura déclenché le processus de l'autonomie de la Corse. Donc c'est quand même assez déjà le changement de statut de 1999 était lié à l'assassinat du préfet. Mais là, avec ce qui s'est passé, parce qu'au fond, c'est comme souvent, peut-être comme toujours en Corse, l'essentiel est invisible pour les yeux, comme dirait l'autre. C'est-à-dire qu'on a le sentiment quand même qu'il se passe quelque chose effectivement au sein du mouvement autonomiste, que là, cette jeune base qui émerge, effectivement, comme vous le disiez, en décalage, voire en divergence avec les dirigeants du mouvement, et commence à s'exprimer. On voit
On a vu avec ces événements depuis l'agression d'Ivan Colonna l'émergence d'une génération Colonna 2.0 qui est quand même été très active, très jeune. C'est quand même à la fois assez contemporain et à la fois surprenant pour la Corse. Donc de ce point de vue-là, on sent qu'il se passe quelque chose au sein de ce mouvement. Et s'il y a effectivement une négociation qui avance et qui aboutit, peut-être, on verra, dans le cadre d'un nouveau mandat, on verra avec qui, peut-être Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, on verra dans quelle mesure le mouvement lui-même pourra continuer dans sa forme actuelle. C'est ça aussi une des questions qui a l'air de se poser. Alors, Yves Damécourt, puis après Arnaud Benedetti. Yves Damécourt. Oui, moi je voudrais dire que, en fait, le choix de la collectivité territoriale unique qui a été fait par les Corses en 2017, normalement, devait ouvrir la voie à un dialogue sur l'autonomie, sur un certain nombre de sujets. Puisqu'en fait, le but de cette collectivité territoriale unique, c'était ça. D'autres départements, cette fois-ci en Outre-mer, ont fait ce choix. La Martinique, la Nouvelle-Calédonie dans un contexte un petit peu particulier, et on sait bien qu'en Nouvelle-Calédonie, l'Assemblée territoriale calédonienne a le pouvoir de légiférer sur un certain nombre de sujets. Et donc, en fait, la mort d'Ivan Colonna et l'agression d'Ivan Colonna par cet islamiste réouvre le débat, mais ce débat, il aurait dû être ouvert en 2017, et c'est bien dommage que la France attendent toujours qu'il y ait un événement pour enclencher des processus, alors qu'en fait, on aurait très bien pu les enclencher dans le processus démocratique normal. Et c'était fait, encore une fois, c'était fait pour ça, quoi. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous et vous répondrez à ce que vient de dire Yves Damécourt, Arnaud Benedetti. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous parlions de la mort d'Ivan Colonna, des conséquences, de la responsabilité de l'État évidemment, et des négociations qui vont aboutir vraisemblablement à l'autonomie de la Corse. Et puis ce que disait Yves Damécourt sur ce détenu qui a agressé, et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, qui a agressé Ivan Colonna, qui était un détenu radicalisé, condamné pour terrorisme. Oui, auquel on avait quand même confié une mission d'auxiliaire. Je rappelle, pour un détenu qui était plus que radicalisé, qui était un détenu qui était un ancien qui venait d'Afghanistan. Donc il y avait une certaine expérience en la matière. Donc non, mais pour en revenir à ce que disait Yves Damécourt, c'est que si vous voulez, ce qui s'est instauré ces derniers jours en Corse, c'est que finalement le recours au processus démocratique, c'est le choix qu'ont fait les nationalistes quand même depuis 2015, notamment avec l'abandon de ce qu'ils appelaient la lutte armée, le fait que le FLNC range le plastique et les kalachnikovs à la remise. L'idée s'est imposée que finalement le processus démocratique, depuis 6 ans ou depuis 7 ans, les nationalistes n'avaient strictement rien obtenu. Rien. Et que en une semaine, des jeunes déterminés qui s'affrontent physiquement aux forces de police ont plus obtenu que l'exécutif modéré nationaliste en quelques jours que cet exécutif en 7 ans. Donc ça, c'est à la fois mauvais pour l'État, parce que ça montre que l'État ne peut finalement entamer un processus de négociation qu'à partir du moment où il est confronté à de la violence et qu'il recule. Donc en termes d'autorité de l'État, c'est quand même quelque chose qui est loin d'être positif. Et c'est mauvais également pour la société corse, parce qu'une société démocratique ne peut pas se satisfaire que ça soit le rapport de force violent qui permette des avancées politiques. Et ça fragilise d'une certaine manière un exécutif qui était plutôt un exécutif responsable, et qui est plutôt un exécutif responsable, l'exécutif de Gilles Simeoni, dans sa relation même à la société corse, puisqu'un certain nombre, d'ailleurs, lui reprochent de ne pas aller assez loin dans les revendications qui sont les revendications d'autonomie. Ouais. Bon. Et alors un dernier point juste, et je terminerai là-dessus, c'est que autant l'autonomie en Corse est aujourd'hui majoritaire quand on interroge les Corses, cette idée est devenue en tout cas une idée dominante, quelles que soient là encore les forces politiques, autant l'idée d'indépendance est encore plus rejetée en Corse qu'elle ne l'est lorsque l'on interroge l'ensemble de l'opinion publique nationale. Il y a eu un sondage très intéressant de l'IFOP la semaine dernière, publié par Corse Matin, qui montre que les Corses sont majoritairement, beaucoup plus que les Français sur le continent, défavorables à l'indépendance. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ouais. Juste un point, en fait, que du point de vue du gouvernement, il ne peut pas aborder ce problème en se concentrant uniquement sur la Corse. Il doit également prendre en compte ce qui se passe du côté du Pays Basque, parce que les problématiques de rapprochement
de prisonniers, les problématiques du rapport donc au mouvement autonomiste ou indépendantiste, les tensions qui existent. Il n'y a pas d'actualité qui les fait jaillir sur la scène publique, mais elles sont extrêmement présentes au Pays Basque. Et du point de vue du gouvernement, il faut faire très attention justement à la manière dont il va avancer en Corse, parce que cela peut aussi rallumer. Et quand on parle avec les gens qui connaissent bien mieux ce dossier que moi, ils me disent c'est très chaud, c'est très tendu, c'est très chaud. Il y a des signaux d'alerte que le gouvernement gère comme il peut, mais c'est pour ça que ce sera délicat d'avancer en croyant que uniquement le dossier corse peut être pris en compte. Oui, c'est vrai qu'on a un gouvernement qui n'a pas une culture décentralisatrice. Des territoires, hein. Voilà, c'est un gouvernement sans culture des territoires, avec des députés qui souvent n'avaient pas d'ancrage territorial, avec beaucoup quand même de ministres entre guillemets techno, et surtout, je crois qu'il y a eu une peur politique des élus régionaux et locaux qui restent quand même des opposants à la majorité présidentielle, à l'immense majorité. Et donc, pendant ces 5 années, alors il y a eu la fameuse loi 3DS là sur la fin du quinquennat, mais qui pour le quotidien français ne changera pas grand-chose. C'est vrai qu'il y a quand même eu beaucoup de rendez-vous manqués avec la décentralisation et la question corse en est l'illustration la plus voyante, d'autant que là, les interlocuteurs avaient une vraie légitimité démocratique, née de ces fameuses 3 élections. Et d'autant plus que Macron s'était présenté comme un candidat en 2017, un candidat plutôt décentralisateur. Il avait parlé d'un pacte girondin, même quand il était allé à Bastia. On a vu ce qu'il en a été. Mais il y a un risque de contagion, effectivement, et de revendication qui peut s'ouvrir. Yves Damécourt, oui, on parle du Pays Basque, c'est le cas effectivement dans certaines régions également. Alsace. À l'époque, Lionel Jospin avait promis au Pays Basque une collectivité Pays Basque. Oui. Et puis finalement, on avait trouvé un artifice en créant la communauté de communes du Pays Basque, qui aujourd'hui regroupe toutes les communes du Pays Basque, mais finalement ça marche pas parce que les communautés de communes, elles n'ont ni les compétences ni finalement la souplesse d'une collectivité. Donc c'est devenu une espèce d'usine à gaz où les maires des différentes communes du Pays Basque ne se retrouvent pas du tout. D'ailleurs, ils siègent plus parce que ils n'ont pas le droit à la parole, et donc c'est l'inverse. Mais c'est vrai que faire le lien avec la loi 3D qui est devenue 4D, puis 5D, puis 3DS. On est en plein cœur du problème quand vous écoutez le président des maires de France qui demande plus d'autonomie pour les communes, qui demande qu'il y ait une vraie décentralisation, que les compétences ne soient plus partagées. Avec d'un côté, on prend l'exemple des EHPAD, et il y a quelques semaines, on avait une actualité sur les EHPAD, où finalement les EHPAD sont soumis à deux tutelles, le département d'un côté, les ARS de l'autre, et finalement on ne sait plus qui fait quoi. Aujourd'hui, la Corse demande une espèce d'autonomie fiscale, mais c'est tout le contraire de ce qu'a fait le gouvernement depuis 5 ans, puisqu'il a retiré la taxe d'habitation qui était par excellence l'impôt local que payaient tous les habitants, et qu'il a recentralisé et remplacé par des dotations, donc par une manne qui arrive de l'État. Donc c'est tout ça qu'il faut remettre en jeu, et la Corse peut être un lieu d'expérimentation fantastique qui derrière peut servir à toutes les régions, tous les départements de France. Mais il faut voir effectivement ce que va recouvrir cette notion d'autonomie. Olivier nous dit, Zelaski, Saint-Colonna qui a été condamné pour avoir tué un préfet dans le dos et à terre. Le journalisme moderne est consternant. On n'a jamais dit que Colonna était un saint, et moi j'avoue que je suis extrêmement perturbée, pour pas dire choquée, par ceux qui disent condoléances à la famille. Oui, on peut faire des condoléances à la famille, faites-les directement, envoyez des SMS, mais on n'oublie pas que effectivement il a tué un préfet, et tout aussi horrible que soit l'agression dont il a été victime, il a été condamné pour l'assassinat de ce préfet, bien que ce matin encore son avocat dise qu'il était innocent, mais oui, on n'oublie pas du tout on l'a dit d'ailleurs en préambule. Je vous propose qu'on marque une pause, on va parler des sondages, de notre sondage IFOP fiducial, notre Rolling
ligne qui marque un certain nombre d'événements tout de même, une tendance à la baisse chez Valérie Pécresse ainsi que chez Éric Zemmour. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio. On vient d'avoir une petite explication de texte de la part de Juliette Rioufol qui travaille avec nous sur les temps de parole, et c'est dire une usine à gaz. Je crois que c'est pire qu'une usine à gaz. C'est-à-dire qu'on va arriver à l'égalité parfaite des temps de parole la semaine prochaine. C'est-à-dire que si on dit du bien d'un candidat, c'est décompté. Si on dit du mal, ce n'est pas décompté. Donc la semaine prochaine, il faudra parler en bien. Si on parle en bien je dis n'importe quoi, d'Éric Zemmour, il faudra parler aussi en bien de Jean Lassalle, de Nathalie Arthaud et compagnie. Oui, déjà là. Puis on a ce concept là, on vient de l'apprendre, qui s'appelle l'équité renforcée. Moi, ça me fait penser au sketch de Coluche, plus blanc que blanc. C'est-à-dire que voilà, il y avait une couleur qui s'appelait blanc, il y a un type qui a inventé plus blanc que blanc. Donc là, il y a le mot équité qui a du sens, mais bon. Donc on est à moins de 3 semaines du premier tour. Une enquête Opinionway vient de placer Éric Zemmour pour la première fois sous la barre des 10% d'intention de vote. Alors dans notre sondage IFOP Sud Radio fiducial, il est à 12,5, mais ce qui est important, comme nous le rappelle Frédéric Dabi à chaque fois, c'est la tendance, et c'est vrai qu'il perd des demi-points un petit peu chaque jour. Donc il est donné ce matin dans un sondage Elab à 10%, chez nous encore une fois 12,5%. Marine Le Pen est à 20% dans le Elab, elle est à 18,5% chez nous. Valérie Pécresse, pareil, tendance à la baisse, 10,5% sur le IFOP et 10% sur le Elab, avec 1,5 point en moins, ce qui est beaucoup. Oui. Qu'est-ce que vous observez D'abord, on rentre dans ce qu'on appelle en bon français le money time, c'est-à-dire la période de cristallisation de cette campagne. C'est-à-dire que les électeurs, maintenant, ça y est, commencent à entrer dans leur vraiment à se saisir du dossier et à dire voilà, on commence vraiment à regarder cette campagne présidentielle et on donne notre avis, y compris d'ailleurs avec un avis un peu inquiétant, puisque à côté de cela il y a quand même un taux d'abstention prévu, on verra à la fin, qui reste effectivement très inquiétant et qui sera très certainement une donnée fondamentale pour comprendre ce qui se passe, ce qui va se passer dans cette élection. Maintenant, concernant les différents candidats, les différents rivaux, voilà, la règle qui veut qu'une élection présidentielle est une offre comparative est en train de s'appliquer à plein. Et les Français, comme on l'a vu, agençant des sujets de préoccupation, n'étant pas surtout et souvent n'étant pas du tout ceux que la chronique médiatique ou que certains candidats ont mis en avant depuis des mois et des mois, eh bien, ils mettent leurs propres sujets et les candidats sont jugés à cette aune. Et c'est cela que l'on comprend. Voilà, ceux qui peuvent produire la politique publique, ceux qui peuvent fournir des solutions aux problèmes concrets des Français, eh bien, sont maintenant estampillés par les futurs électeurs. Donc, concrètement, ça veut dire qu'Éric Zemmour et Valérie Pécresse il est d'abord plus un ancien journaliste qu'un nouveau politique. Oui, enfin, il a réussi à mobiliser, à créer un parti, à faire... Sauf que je dirais un phénomène de tea party, c'est-à-dire d'aiguillon identitaire, ne peut pas avoir vocation à être majoritaire. C'est pas possible. Il a agi depuis le début comme une sorte de tea party, d'aiguillon identitaire sur la droite gestionnaire, et c'est son rôle uniquement. Voilà, et on le voit bien, parce qu'à côté de ça, les Français voient bien qu'ils ne produisent pas de politique publique. Oui, Pascal Jalabert. En France, alors c'est toujours un peu la centralité qui gagne, ce qui ne veut pas dire centrisme, mais non, bien sûr, la centralité, il faut être central, le courant central. C'est-à-dire le courant central, c'est-à-dire il faut être centré sur les préoccupations des Français et en même temps les rassurer. C'est comme ça que ça a toujours marché. Jacques Chirac s'était recentré par rapport à Édouard Balladur et c'est comme ça qu'il gagne. François Hollande était le plus central de tous les candidats après un socialiste, donc ça fonctionne comme ça en France. Première chose. Deuxième point, dans les sondages, moi j'aime bien regarder les catégories socio-professionnelles, comment elles votent et quel candidat elles choisissent. Et depuis le début, Éric Zemmour, il n'a pas réussi à capter
l'électorat qu'on appelle populaire qui vote pour Marine Le Pen. Il ne faut pas oublier que la base du vote Front National à l'époque et Rassemblement National maintenant, ça reste quand même un électorat d'ouvriers et d'employés. Alors certes, pour lui, la question identitaire et immigration, c'est important, mais il n'y a pas que ça, il y a le social. C'est ce que certains politologues appellent l'extrême droite, entre guillemets, Hénin Beaumont, on peut aussi l'appeler celle de ces anciens bassins industriels en déshérence ou de zones rurales en difficulté. Eh bien, cet électorat-là, il est resté fidèle. On appelait le gaucho-le-pénisme à une époque. Oui, on appelait ça comme ça. Cet électorat-là, il est resté fidèle à Marine Le Pen. C'est un socle solide. Alors, il s'était beaucoup abstenu aux élections régionales et municipales, ce qui avait provoqué le recul national. Mais en tout cas, il n'est pas allé chez Éric Zemmour, qui finalement a continué de parler à une extrême droite un peu plus traditionnelle, un peu plus bourgeoise, ancrée sur de vieux concepts. Et là, aujourd'hui, qu'on est sur l'épreuve de vérité, quand on croise la sociologie des votes et les préoccupations des Français, on voit qu'Éric Zemmour, il est dans une impasse et qu'il ne peut plus que reculer. Oui. Ouais, aujourd'hui, vous avez deux candidats qui sont apparemment en dynamique quand on regarde les derniers sondages. Et là, je regardais celui qui vient de tomber d'Opinionway à l'instant, donc qui montre que c'est Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, et que les concurrences que chacun avait de leur côté, c'est-à-dire Monsieur Roussel pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour pour Marine Le Pen, bien évidemment, souffrent aujourd'hui parce que il y a une forme de vote utile, efficace, dirait Jean-Luc Mélenchon, puisque ça a été l'expression qu'il a utilisée lors de son meeting en plein air là, à la Bastille ce dimanche, qui est peut-être en train de jouer pour ces deux candidats qui se disputent la qualification pour la seconde place du second tour. Ouais. Ensuite, moi je partage en effet ce qui a été dit, c'est que dans le duel Marine Le Pen Éric Zemmour, il a fait un pari qui finalement n'apparaît pas gagnant, c'est-à-dire qu'il a considéré qu'il y avait un besoin de radicalité ou d'antisystème dans la société française qui s'était développé. Ce qui est une réalité quand même. Hein. C'est une réalité. On n'est plus dans l'espace politique qui était celui de Jacques Chirac dans les années 90 ou 2000. Mais manifestement, bon, il y a à mon avis, deux éléments qui ont limité son pari. Le premier élément, c'est qu'il est trop monothématique, c'est-à-dire qu'il fait de la question identitaire la matrice de sa vision politique. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième élément qui est plus conjoncturel, mais c'est évidemment le positionnement qui a été le sien sur la crise ukrainienne, où Marine Le Pen a su, faire preuve d'une plus grande vélocité et d'une plus grande réactivité sur ce sujet. C'est-à-dire qu'elle a pris ses distances très rapidement avec ce qui pouvait lui être reproché par rapport à ses prises de position passées. Donc voilà. Après, maintenant, la question de l'abstention est une question essentielle parce que c'est elle qui va finalement, à mon avis, être la clé de lecture de ce scrutin. Alors, Yves Damécourt. Yves ? Moi, je pense que les sondages vont bouger et que la photo finale sera peut-être pas conforme aux photos qu'on nous montre actuellement. Parce que d'abord, il y a encore beaucoup d'indécis. Et puis, il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, ont le choix entre deux candidats en fonction de l'endroit où ils se posent. C'est-à-dire qu'à la droite de la droite, les gens hésitent encore entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. À la droite des Républicains, les gens hésitent encore entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse. À la gauche des Républicains, les gens hésitent encore entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, Guillaume Larrivé, ce matin, appelle déjà à une recomposition alors que l'élection n'est pas passée. Et puis... alors c'est peut-être à gauche que là il y a moins d'ambiguïté, donc je pense que le score de Jean-Luc Mélenchon sera sans doute proche de celui que nous donnent les sondages, mais je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Voilà, j'estime aussi que le vote Zemmour est sans doute sous-estimé parce que comme à chaque fois qu'on parle d'Éric Zemmour, on ajoute le candidat d'extrême droite et qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout envie qu'on leur colle une étiquette d'extrême droite. Quand on les appelle pour leur dire pour qui ils vont voter, ils n'ont pas tellement envie de dire qu'ils vont voter Éric Zemmour. Enfin, il y a une dynamique, oui, puis c'est corrigé, mais on voit face au rolling, l'intérêt du rolling, c'est de voir l'évolution. Donc, et puis il y a la certitude du vote de ceux qui sont interrogés. Donc, en tout cas, dans ce qui concerne IFOP, qui est notre partenaire à Sud Radio, Frédéric Dabi, lui, ne voit pas de vote caché en ce qui concerne Éric Zemmour. Non, le vote caché, je pense. Et je voudrais juste ajouter que je pense que dans les zones rurales,
Yves Damécourt. Il y aura un vote Jean Lassalle qui aujourd'hui est très sous-estimé. Ça se voit d'ailleurs. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de voter pour les candidats, les majors, les principaux candidats, et qui sont tentés par un vote blanc, mais un vote blanc incarné par Jean Lassalle. Oui, Jean Lassalle 3%, Anne Hidalgo 2%, et dans le, je sais pas ce qu'il dit, le Opinionway, le ELAB donne Jean Lassalle à 3 et Anne Hidalgo à 1,5. L'Opinionway de ce matin donne Macron à 29, Le Pen à 19, elle gagne un point, Mélenchon à 14, il gagne un point, et Zemmour à 9, comme hier. Et Pécresse à 12, elle perd un point. Voilà. Et Roussel perd un point, 3 points. Donc, oui, donc il y a le phénomène Mélenchon qu'on a évoqué hier aussi. Lui aussi est dans une dynamique. Oui, il est dans une dynamique. Après, quand même, ses concurrents à gauche pourraient taper beaucoup plus fort sur lui. Je vous donne qu'un exemple. Là, il a proposé, et les députés insoumis ont relayé l'amnistie pour tous les gilets jaunes. Mais enfin, quand même, à Metz et en Picardie, il y en a qui ont été condamnés pour insultes racistes et antisémites. Ingrid Levavasseur, qui est une des leaders des gilets jaunes, a été traitée de façon violente et antisémite. On va amnistier ces gens-là qui ont cassé du mobilier urbain. Ça a coûté quand même quelques millions d'euros aux contribuables. Donc je pense que Yannick Jadot et Anne Hidalgo auraient quand même intérêt à rappeler qu'il y a Jean-Luc Mélenchon qui refuse de livrer des armes à l'Ukraine. Il faut quand même se souvenir que les résistances européennes pendant la guerre de 39-45, heureusement qu'elles avaient les armes parachutées par les Britanniques, les Soviétiques et les Américains. Donc alors il essaie de jouer le vote efficace à gauche, mais il bénéficie aussi du manque de punch et en effet de ses concurrents. Il bénéficie de ce principe de l'offre comparative et effectivement, puisqu'il est en avant, eh bien aujourd'hui, comme il le fait à part la proposition d'amnistie des Gilets jaunes, il pose aussi maintenant sa campagne en termes de référendum anti-Macron, de manière un peu plus binaire, en disant d'ailleurs ce qu'il fait. Pas toujours, ce qu'il n'a pas toujours fait depuis le début de sa campagne, en parlant donc du social, en disant si vous voulez voter pour la violence sociale, et il oppose les mesures que sont les siennes et que sont celles du projet Macron. Donc il veut cristalliser un vote utile. Ce qui est assez frappant, c'est qu'il a réussi à un peu lisser son image ces dernières semaines. Il apparaît beaucoup moins agressif qu'il ne l'était. Souvenons-nous, au milieu de mandat, La République, c'est moi, etc., etc. Donc là-dessus, il a plutôt réussi. Et puis il y a un phénomène qui joue, c'est qu'à gauche, à partir du moment où vous l'avez dit, c'est qu'il y a une sorte de vote utile qui joue en faveur de Mélenchon parce qu'il est en tête dans les intentions de vote et très largement par rapport à ses concurrents de gauche. Donc il y a un certain nombre de gens à gauche qui veulent quand même que la gauche soit présente éventuellement au second tour et considèrent que c'est le mieux placé. Avec un point particulier à cette élection, c'est la décorrélation entre les votes locaux et les intentions de vote nationales pour le moment. Parce que la France Insoumise, la République En Marche et l'Assemblée nationale, ils se sont fait laminer à toutes les élections locales pendant ce mandat. Et là, leurs 3 candidats sont en tête. Ça, c'est un phénomène un peu nouveau, puisque quand même, toutes les autres présidentielles, il y avait des signes annonciateurs lors des précédents scrutins locaux. N'oublions pas aussi qu'on est évidemment focalisé, et c'est normal actuellement, sur l'élection présidentielle, qui par définition est très personnalisée, mais elle ne donnera pas l'image réelle du pays. Il faudra attendre les législatives, parce que là, il y aura, avec les législatives, un déplacement de la personnalité vers le projet. Et ce qui sortira de ces élections législatives, ça sera le projet. C'est d'ailleurs sur ça que cette période-là, ce nouveau scrutin après, qu'escompte une partie de la droite, notamment de LR, pour dire on peut récupérer encore sur la base d'une vraie campagne ou d'une contre-campagne sur les thématiques qui n'ont pas pu être développées et voir comment ils peuvent sauver des circonscriptions. Est-ce que, comme on l'entend, en tout cas, du côté de chez Emmanuel Macron, on aime bien le laisser entendre. Il y a une réflexion sur une dissolution qui pourrait intervenir immédiatement en cas de réélection d'Emmanuel Macron, comme on l'entend. Est-ce qu'il y a une volonté de gouvernement d'union nationale, comme on l'entend également, qui se dessine un peu et s'esquisse un petit peu entre les lignes dans les déclarations récentes du président et candidat. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas encore imaginer dans quel état vraiment où se situera l'équilibre, le barycentre politique du pays à la fin du mois de juin.
Ouais. Mais voilà, ce sera un dernier mot. Oui, en effet, c'est une situation assez inédite. Parce que on ne voit pas comment derrière, si Emmanuel Macron l'emporte, ce que semblent dire les sondages, comment ça va se passer. Et on peut avoir une élection législative plus importante plus intéressante et plus importante que les précédentes, parce que d'abord la campagne est plus longue, et puis parce que la confrontation des projets, elle tarde à venir. Donc on va voir, ça ne sera peut-être pas fini au soir du 24 avril. Très bien, mais ce sera le mot de la fin. On aura l'occasion, évidemment, de reparler de tout cela. Merci à vous. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.